Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette dernière émission thématique d'été, qui, comme toutes les émissions thématiques que nous avons diffusées cet été, est soutenue matériellement et moralement par la compagnie MMA. Matériellement, ça veut dire de l'argent, et moralement, ça veut dire que MMA nous fait connaître auprès de ses collaborateurs, auprès de ses clients et aussi à travers les réseaux sociaux. Cette dernière émission thématique de l'année, de l'été plutôt, est consacrée aux pratiques culturelles des Français et à la politique culturelle. C'est une émission pour laquelle nous recevons Lou Wolff. Lou Wolff, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc au ministère de la Culture où vous vous occupez de l'ensemble des études. Et avec vous et avec moi, pour vous interroger, David Chase, qui est enseignant et essayiste. Bonjour David. Bonjour. Et Lionel Zinsou, qui est ancien Premier ministre du Bénin et qui est aussi économiste. Lou Wolff, donc, je l'ai dit, vous avez dirigé pour le... Je n'ai pas dit bonjour Lionel, pardon. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Lou Wolff, vous avez dirigé pour le ministère de la Culture avec Philippe Lombardo la dernière en date des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français. La première remonte à 1973, ce qui donne la possibilité de distinguer des dynamiques à l'œuvre. Votre étude a été réalisée auprès de 9200 personnes âgées de 15 ans et plus entre février 2018 et mars 2019. Vous constatez que notre société est de plus en plus culturelle, de nouvelles manières de créer, d'apprécier et de consommer la culture s'y développent. Les domaines autrefois réservés aux milieux aisés et diplômés comme la musique ou le cinéma se sont démocratisés pour attirer au quotidien des publics larges, de milieux sociaux, de lieux et d'âges divers. Toutefois, bien davantage que les politiques publiques, c'est l'essor du numérique qui a fait l'essentiel de cette démocratisation, comme il a fait l'essentiel de la réduction des inégalités territoriales. C'est aussi l'essor du numérique qui a fait se développer de nouveaux produits culturels comme le jeu vidéo, et c'est lui qui a permis à certains artistes, les rappeurs par exemple, ou les stand-uppers, de contourner les réseaux de diffusion et de distribution et de trouver leur public, le plus souvent un public jeune, de tous les milieux sociaux, tant urbains que ruraux. Ce fort appétit culturel se satisfait pourtant aux dépens de la culture patrimoniale, marginalisée par ces mêmes jeunes. Sa consommation ne participe plus de leur statut social. Ils lisent moins, ils écoutent moins de musique classique, ils vont moins au théâtre et ils se détournent des formes de production moins accessibles et plus exigeantes. Dans les années 70, un effet de bascule générationnelle à partir duquel les usages classiques des baby boomers ne sont plus repris par les générations suivantes participe de cette conversion à la culture numérique. L'intérêt constant et croissant des jeunes pour le tout numérique pose la question de l'avenir de la culture patrimoniale. Son public plus aisé et diplômé, plus féminin que masculin, est un public vieillissant. Ces pratiques nouvelles semblent également se substituer à l'écoute de la radio, à l'usage de la télévision et aux pratiques de sortie. Enfin, les pratiques en amateur s'essoufflent, pour ne prendre que l'exemple du théâtre. Seul 1% des sondés déclarent pratiquer le théâtre en amateur. Quant à leur sortie au théâtre, les 3/4 des 25-39 ans ne s'y sont adonnés que pour aller voir un one-man show, un spectacle d'improvisation ou de café-théâtre. Si les politiques culturelles ont longtemps pris ces changements à contre-courant pour réorienter les publics vers la culture classique, elles constatent aujourd'hui leurs limites, voire leur échec. Depuis mars, la fermeture des lieux de culture en extérieur a accéléré ce mouvement de transition vers une consommation culturelle de plus en plus numérique. Elle a forcé la production de contenus comme les concerts et les expositions à être compatibles avec une diffusion sur la toile, et les normes sanitaires restreignent les formes de création collective. S'il est urgent de répondre à la crise économique immédiate du secteur de la culture traditionnelle, la mise en danger de la diversité des expressions par l'omniprésence des acteurs privés multinationaux doit également préoccuper. Leur recherche de profit les amène à avoir une approche uniquement numérique de la qualité des productions, qui contredit la légitimation institutionnelle des arts et appelle à la redéfinition de ces critères. Enfin, ces deux univers culturels du numérique et du patrimonial s'ignorent
Et lorsque les institutions culturelles traditionnelles se lancent dans le numérique, elles attirent le même public que celui qui les fréquente déjà. L'État doit-il continuer à concentrer ses efforts vers la culture patrimoniale ou bien épouser la dynamique de numérisation de la culture chez les publics jeunes? Quels objectifs, alors que l'appréciation des œuvres correspond à leur degré de popularité dans le monde numérique, tandis que la qualité prime dans l'univers classique? Comment travailler avec ou concurrencer le secteur privé qui occupe une place de plus en plus grande dans le milieu culturel? Voilà quelques-unes des questions que sans doute nous allons aborder, mais auparavant, nous, Wolf, je vous laisse, si vous le voulez bien, le commentaire de la présentation que je viens de faire de votre étude. Je vous remercie beaucoup, Philippe, pour cette présentation qui est très fidèle au texte que nous avons publié, qui est disponible à la discussion générale. Je confirme en effet les constats que vous tirez. J'ajouterais que ces constats, on les assoit sur une observation qui me semble très forte et qui avait déjà été mise en lumière par Olivier Donat, qui a mené ces enquêtes, les précédentes éditions de l'enquête. Le constat donc d'une dimension extrêmement générationnelle de ce que sont les pratiques culturelles en France. Et toutes ces évolutions que vous commentez, elles sont la conséquence de générations successives qui, chacune, dénotent un rapport à la culture spécifique et qui nous oblige aujourd'hui à réinterroger probablement la façon dont les propositions culturelles sont pensées et proposées au public. Si je peux me permettre de développer un tout petit peu ce point. Oui. Ce qui transparaît dans l'étude, c'est notamment l'importance de deux générations qu'on a essayé de mettre en lumière et qui chacune ont un rapport très, donc, comme je le disais, très spécifique à la culture. La génération du baby-boom, qui, dans bien des domaines, a eu des pratiques beaucoup plus développées que toutes les autres générations, aussi bien celles qui venaient avant elle que celles qui sont venues après elle, avec une spécificité supplémentaire qui est son goût pour la culture classique, pour la culture patrimoniale, dans tous les sens du terme, la lecture, la musique classique, les expositions muséales, etc. Et c'est une génération très importante à observer parce que c'est aussi, alors c'est une génération démographiquement nombreuse, donc elle a fourni un public important pour les institutions culturelles pendant longtemps et jusqu'à maintenant, et peut-être encore pendant un moment. Et c'est aussi une génération qui est très déterminante dans la conception des politiques publiques culturelles notamment, et qui donc a contribué fortement à structurer l'espace culturel. À cette génération, on peut opposer, alors c'est une opposition un peu durcie, parce qu'en réalité, c'est une évolution progressive qu'on observe dans ces données, mais on peut opposer les générations les plus récentes qui dénotent un rapport à la culture très différent. Alors, du point de vue de l'intensité, ce sont des générations qui, malgré tout, et on a voulu insister là-dessus, a des consommations et des pratiques de fréquentation élevées, d'un point de vue général, et relativement très diversifiées, mais qui, par contre, dénotent un rapport à la culture classique ou patrimoniale beaucoup plus distant. Et ça se manifeste particulièrement par la baisse de la lecture, qui est très forte, par une participation au concert classique qui est elle aussi très basse, par une baisse de la fréquentation des lieux patrimoniaux, et comme vous le disiez, vous l'avez remarqué, dans les constats qu'on tire sur la fréquentation du théâtre, qui sont en moyenne plutôt positifs, et qui cachent en réalité, dans les jeunes générations, des pratiques de fréquentation du théâtre beaucoup axées sur des formes
plus populaire, en tout cas pas le théâtre patrimonial ou de création. Pardon, sur ce plan-là, est-ce qu'il n'est pas juste de dire que quand je parlais tout à l'heure de tous ceux qui vont au théâtre pour voir des stand-uppers, qu'au fond, ils vont au théâtre pour voir en chair et en os les gens qu'ils ont découverts grâce au numérique? Effectivement, on voit, enfin, le numérique pour ces générations plus jeunes est devenu une pratique très importante et très transversale. Et donc, on peut tout à fait faire l'hypothèse qu'il y a une alimentation, enfin une congruence entre ce que sont les pratiques numériques et les pratiques de fréquentation de cette population. Mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention et ouvrir la discussion, c'est l'hypothèse d'un changement profond anthropologique de notre rapport à la culture. Un rapport à la culture de la génération du baby-boom qui s'est construit à un moment où on avait besoin de reconsidérer une histoire culturelle, européenne et mondiale, universelle, humaniste, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, avec l'importance de construire ces repères historiques, de les installer et de les légitimer. Et ce qui me semble très manifeste aujourd'hui dans les générations les plus jeunes, c'est pas tant le fait qu'ils se détournent finalement de cette dimension patrimoniale en tant que telle, mais que apparaît la revendication de la possibilité de rediscuter ce qui fait patrimoine, et apparaît l'interrogation, enfin en tout cas la remise en cause du rôle des institutions dans la construction de ce patrimoine. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ce qu'on observe pour les jeunes générations, c'est finalement des taux de participation élevés, y compris de participation des lieux culturels. Et donc, je pense que ça correspond à une véritable demande, un véritable besoin, mais qu'il y a un divorce qui risque de se produire de plus en plus avec les institutions qui fabriquent leur identité ou leur programmation autour d'enjeux de mise en valeur du patrimoine par rapport à des institutions qui s'aventuraient, et heureusement il y en a, à re-questionner, à travailler l'expérience culturelle en tant qu'expérience de divertissement, mais aussi politique, sociale, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a essayé de tenir dans l'analyse des résultats un discours qui a deux faces, celui d'une forme malgré tout d'extension du champ de la culture en France et de pratiques croissantes, mais en attirant l'attention aussi sur le fait que une partie de la population, notamment les populations les plus jeunes, sont en train de se détourner d'une fraction de ce qui est proposé dans le champ culturel. Ok, David James. Merci vraiment Philippe d'avoir organisé cette émission avec Lou Wolf. D'abord parce que je crois que c'est l'occasion de tirer un coup de chapeau à cette enquête sur les pratiques culturelles qui existent, comme vous le rappeliez Philippe, depuis 1973 et qui est une marque de l'excellence statistique française et un document assez rare que beaucoup de pays nous envient. Pour moi, c'est un document extrêmement précieux, précisément parce qu'il est reconduit régulièrement et que nous avons maintenant un plan de coupe assez large sur une longue période. J'ai toujours trouvé absurde et dangereux la volonté qu'on peut entendre dans le champ politique ou dans le champ social de hiérarchiser les pratiques culturelles entre ce qui relèverait au fond de la culture savante ou de la bonne culture, c'est-à-dire la culture des élites finalement, la culture patrimoniale dont parlait Lou Wolf tout à l'heure, musique classique, littérature, théâtre, etc. Et puis une culture plus populaire qui serait plus liée à des pratiques, on va dire, moins inscrites dans le champ savant. En revanche, ce que je trouve intéressant dans le document, c'est tout de même une forme d'effondrement générationnel dans la jeune génération
des pratiques de lecture, et à l'inverse, une augmentation très forte de la consommation de contenus beaucoup plus délinéarisés, granulaires, décontextualisés parfois, c'est-à-dire on consomme de la bande passante, on consomme des vidéos, on consomme des capsules, on consomme des granules. Et autant, comme je le disais, l'idée d'une hiérarchisation des pratiques me répugne, autant je me demande si l'imaginaire collectif ne se forge pas tout de même dans un dialogue de longue haleine, dans des pratiques et dans des formes culturelles un peu complexes, au premier rang desquelles on trouve, à mon sens, la lecture sous toutes ses formes, que ce soit la littérature ou la presse, ou le cinéma. Et sans vouloir jouer la complainte habituelle qu'on entend depuis Michelet, à savoir que le pacte civique est très lié, au fond, à la lecture, à la presse, à la littérature, etc. Il me semble tout de même qu'il y a un lien très fort entre le patrimoine imaginaire, les pratiques de langue, les pratiques de lecture, de littérature, et puis la vivacité, la vitalité d'une communauté politique. Et donc la question que je voudrais, pour commencer, poser à Lou Wolff, c'est au fond, est-ce que ces pratiques culturelles émergentes dans la jeune génération qui se substituent aux pratiques patrimoniales propres aux baby-boomers, est-ce qu'elles sont encore capables de soutenir la conversation publique et l'amitié civique dont nous avons besoin pour maintenir le lien politique? Et si ce n'est pas le cas, au fond, comment conserver ce rapport à la langue, à l'imaginaire et à la lecture qui véritablement est en train de se perdre, comme l'Atlantide a sombré dans l'océan dans la jeune génération? Lou Wolff. Alors, il faut d'abord que je concède quelque chose qui manque en fait à notre étude pour répondre complètement à votre question, David. Quand on dit que les pratiques de lecture baissent, bien sûr, enfin, vous l'avez noté, hein, c'est la pratique de lecture des livres, qu'ils soient physiques ou numériques. Ça ne nous dit pas grand-chose de ce que sont, de manière générale, les pratiques de lecture, de formats divers. Ça ne nous dit pas non plus de quel livre on parle, quel type de littérature, etc. Donc, il faudrait vraiment une étude beaucoup plus approfondie, je pense, aujourd'hui, beaucoup plus qualitative, pour mieux qualifier ce que sont ces contenus que nous lisons tous aujourd'hui, y compris dans les univers numériques, avec le sentiment, mais que je ne peux pas prouver, mais le sentiment qu'on est à un moment de notre histoire où, en fait, on lit beaucoup, tous. On lit beaucoup. Mais y compris les jeunes. Mais est-ce que c'est de la littérature? Ça, c'est un peu une autre question qui est un petit peu difficile à répondre. Je pense qu'au fond, la question, l'enjeu, c'est celui que vous avez posé, c'est la question de la construction de nos imaginaires. Et la littérature est un véhicule puissant pour ça, ancien, certainement très structurant dans nos sociétés. La question qui, pour moi, reste quand même ouverte aujourd'hui, c'est celle de savoir si ces nouveaux formats d'écriture et de lecture numérique peuvent avoir la même fonction d'enrichissement de l'imaginaire, ou si, au contraire, il faut considérer que c'est un risque d'appauvrissement. Et je pense que la question, en fait, a deux ramifications. La première, c'est est-ce que, par nature, les formats numériques amène un appauvrissement par rapport à ce qu'on peut trouver dans des formats de type livre, de type ouvrage? Première question. Et deuxième question, pour laquelle, pour le coup, on commence à avoir des réponses, qui est, est-ce que les espaces numériques, aujourd'hui, nous garantissent une forme d'accès équitable, diversifié, à des contenus, qu'ils soient vidéo, écrits, etc. Et je pense que là, on commence à avoir des réponses. Et pour le coup, ces réponses renforcent le rôle que doit jouer la puissance publique. On commence à prendre toute la mesure des risques que font peser sur nous, sur nos imaginaires, sur la société, sur
sur la diversité des productions culturelles qui sont proposées, on court des risques à laisser faire les grandes industries qui, malgré la promesse initiale de l'ouverture infinie des contenus, ont démontré aujourd'hui à quel point leur logique pouvait amener au contraire à une fermeture. Voilà, et donc je pense que je ne réponds pas totalement à la question parce que je ne sais pas répondre je ne saurais pas dire si par nature le numérique est un obstacle à la qualité de ce qui peut être partagé. Par contre, nous avons des éléments concrets pour penser que la puissance publique a un rôle à jouer pour faire en sorte que les espaces numériques respectent l'intérêt général et aillent dans le sens de l'intérêt général. Lionel Zinsou. Oui, merci. Je m'associe aux compliments sur la qualité de l'étude et sa richesse et sa profondeur diachronique. C'est vraiment absolument passionnant. En revanche, je voudrais juste dissiper un petit peu un ton nostalgique qu'on pouvait ressentir dans l'introduction de Philippe et dans les remarques de David. Tout d'un coup, vous parlez, parce que c'est souligné dans l'étude, d'un public vieillissant pour un certain nombre de pratiques culturelles. Mais ça, c'est pas très inquiétant, c'est assez normal, parce que c'est la population qui vieillit. Vous ne pouvez pas dissocier la pratique culturelle de l'évolution sociale. Heureusement que le public vieillit, parce que toute la population vieillit. Et donc, effectivement, les baby-boomers se prolongent, leurs enfants vont vivre encore plus longtemps qu'eux. La jeune génération que vous évoquez, Lou, eh bien, elle a maintenant une espérance de vie à la naissance en 2020 de plus de 100 ans. Donc, effectivement, vous allez avoir des publics qui vont vieillir. Mais ce n'est pas du tout inquiétant. Vieillissant ne doit pas devenir stigmatisant comme qualificatif. Deuxième chose, il y a aussi une évolution des revenus. L'étude parle à certains moments des niveaux de catégories socio-professionnelles, mais derrière ça, il y a des revenus. Aujourd'hui, en France, les revenus des retraités, les revenus des inactifs sont supérieurs aux revenus d'activité. On est passé d'une situation d'après-guerre d'extrême paupérisation des seniors, des vieux, pour passer à une situation patrimoniale et de revenus beaucoup plus confortable et supérieur aux revenus d'activité. Dans ce contexte, il y a aussi les moyens, parce que tout n'est pas gratuit dans la culture, même si c'est plus gratuit en France qu'ailleurs. Et donc, vous avez plus forcément de candidats aux pratiques culturelles dans les plus de 60 ans et avec des revenus plus élevés. Parce que vous opposez des cadres à des ouvriers et des employés, mais il y a de moins en moins d'ouvriers, il n'y en a presque plus, il y a de plus en plus de cadres, et les revenus ont complètement changé. Et puis, il y a tous les retraités, tous les gens qui ne sont plus en activité et qui ont du temps pour les pratiques culturelles et dont on vient de découvrir qu'ils avaient également beaucoup de temps pour les pratiques culturelles numériques. Donc, ne dissocions pas quand même la société de son économie quand on regarde les pratiques culturelles. La deuxième remarque, je souscris tout à fait à la concession que vous avez faite tout à l'heure sur la lecture. Ce que vous faites comme distinction dans l'étude, c'est l'imprimé par rapport au numérique. Mais tout ça, ça reste de l'écrit. Alors, on peut avoir une très grande nostalgie de Gutenberg, mais enfin, en attendant, il y a de plus en plus de lecture. Alors après, vous pouvez dire effectivement qu'il y a peut-être un problème qualitatif, que ce n'est pas la même forme de lecture, mais il y a de plus en plus de lecture. On n'est pas une société de moins en moins tournée vers l'écrit. Au contraire. Alors, on ne l'a pas mesuré dans l'étude, et je trouve que ce serait un complément très intéressant, mais on le mesure sur la presse. Sur la presse, donc on ne peut pas vraiment probablement répondre tout de suite sur la lecture de romans, de poésie, de théâtre, mais sur la presse, on sait tout à fait qu'il n'y a jamais eu autant de lecteurs de la presse. Alors, il se trouve qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'achats
de la presse. Alors, ça pose des problèmes de changement qui ne sont pas seulement anthropologiques, hein, qui sont des changements économiques. Il y a une disruption majeure du modèle économique. Mais moi, j'ai été longtemps administrateur de Libération. Libération, à aujourd'hui, n'a jamais eu autant de lecteurs. L'impression est tout à fait différente parce que, et c'est exactement pareil pour toute la presse écrite, parce qu'il y a de moins en moins de ventes et des problèmes de ce fait économiques, de publicité, etc. Mais enfin, il n'y a jamais eu autant de lecteurs. Simplement, c'est passé toujours dans l'écrit, mais sur le numérique et pas sur l'imprimé. Donc, je voudrais dissiper un tout petit peu la nostalgie sur ces sujets. Il y a également, quand vous parlez des GAFA, des GAFAM, des grands producteurs nouveaux de pratiques culturelles, il y a évidemment une mondialisation de la culture. Toutes les générations sont plus exposées à quelque chose qui est à la fois plus global et plus local. Mais ça, c'est une tendance qu'on voit dans tous les secteurs économiques aussi. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, Fortnite lance une nouvelle édition. Bon, là, c'est pas tout à fait une pratique culturelle classique, c'est sur les jeux, et c'est un événement mondial. Bon, évidemment, tout le monde regarde des séries. Alors peut-être ça ne ressemble pas à la pratique du cinéma antérieur. En attendant, ce sont des pratiques qui se mondialisent et vous pouvez échanger d'un bout à l'autre de la planète avec tous les gens qui regardent Netflix sur les grandes séries. Et en même temps, vous avez de plus en plus de locales. Et alors en France, c'est vraiment très frappant, avec toutes les initiatives complètement nouvelles qui ne sont pas vraiment totalement capturées dans l'étude. Philippe Meyer nous dira que le théâtre de rue, dont il est un des principaux animateurs, se développe, que vous avez des pratiques locales, festivalières, d'association des populations de plus en plus nombreuses. Donc vous avez un phénomène où c'est à la fois très local, très global, mais on a accès à beaucoup plus, un spectre beaucoup plus large en fait, des cultures du monde et des cultures locales. Donc, si vous voulez, je dissiperai la nostalgie, ce n'est pas un déclin anthropologique, c'est des changements anthropologiques et des changements économiques. Et la question que je voudrais vous poser, c'est en dehors de tout ce qui est l'offre et la façon dont les gens utilisent l'offre, de savoir si les politiques culturelles s'occupent suffisamment de la demande, de stimuler la demande. Parce que moi, je suis quand même très frappé par le fait que vous montrez qu'au fond, les gens restent très fidèles au choix de leur enfance, de la période pédagogique de l'école, depuis l'école maternelle. Et donc, les gens qui ont aujourd'hui 15 ans, ils ne vont pas, quand ils auront 45 ans, rejoindre les pratiques des gens qui ont 45 ans aujourd'hui. Vous montrez très bien qu'ils vont rester assez fidèles à ce qu'ils font aujourd'hui à 15 ans, de même que nous qui en avons un peu plus que 15 ans, nous avons gardé au fond, à travers toute la vie, des pratiques qui étaient plutôt des pratiques de l'enfance. Et donc, je me demande, est-ce qu'on fait suffisamment de synergie avec l'éducation nationale ? Est-ce qu'on fait suffisamment de sorties scolaires vers les musées ? Est-ce que les musées s'intéressent suffisamment au nouveau public, aux jeunes publics ? Parce qu'on peut les rendre extrêmement interactifs, on peut les rendre extrêmement ludiques, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup d'expositions virtuelles, Lionel, etc. Laissons Lou Wolff répondre à cette question. Oui, absolument. Donc, la demande peut-elle être stimulée ? Il y a eu un moment où Catherine Tasca et Jacques Lang, qui étaient tous les deux au gouvernement, ont concentré leurs efforts pour développer l'éducation scolaire. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est un complément à la question de Lionel, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez observé, ou vos prédécesseurs, quand ils faisaient l'étude, vous avez observé qu'il y avait un effet sur la demande, pour reprendre l'expression économique. Lou Wolff. Alors, je voudrais répondre déjà à ce que vous disiez, Lionel, à propos de prendre garde
la nostalgie, je suis assez d'accord, hein, notamment dans les constats de vieillissement des publics. Il y a ce que vous disiez, hein, il y a le vieillissement de la population française qui agit mécaniquement sur les publics. Mais il y a une autre réalité. Si on prend par exemple le cinéma, c'est particulièrement manifeste. On voit que la fréquentation du cinéma est restée relativement stable à un niveau très élevé pour les plus jeunes. Le cinéma est une pratique juvénile, on y va entre amis, etc. Ça l'était il y a 20 ans, ça continue de l'être aujourd'hui. Mais que la dynamique de fréquentation des cinémas, qui est positive, elle est portée par les plus de 40 ans et en termes de taux de croissance, encore plus par les plus de 60 ans. Et donc, ça traduit une forme de réussite des politiques de conquête de nouveaux publics pour les cinémas, notamment les plus âgés, liés à des investissements pour l'accessibilité, liés à une présence croissante des cinémas dans l'ensemble du territoire. Donc, qui se traduit par le fait qu'un peu plus de personnes plus âgées viennent, donc une élévation de l'âge moyen, mais ce n'est pas le signe d'un problème structurel, me semble-t-il, pour ce secteur. Il faudrait parler de problème de vieillissement quand on a une dynamique conjointe d'augmentation des publics plus âgés avec une chute importante des publics jeunes. Et là, effectivement, ça peut poser à terme une problématique de renouvellement. Et c'est ce qu'on observe, pour le coup, c'est ce qu'on observe pour la lecture, c'est ce qu'on observe pour la musique classique, avec donc des enjeux là très clairs de renouvellement des publics dans ces champs-là. Ensuite, donc sur la demande, c'est maintenant une thématique finalement ancienne du ministère de la Culture et des politiques culturelles que de soutenir la demande, notamment par l'éducation, alors ce qu'on appelle maintenant l'éducation artistique et culturelle. C'est un pilier très important des programmes politiques du ministère de la Culture, mais aussi des collectivités territoriales qui sont, comme vous le savez, des financeurs très importants de la culture en France. Depuis longtemps, en fait, depuis plusieurs décennies. Et c'est vraiment cet enjeu de l'éducation artistique et culturelle dans la présentation des stratégies de ces acteurs-là et vient toujours très, très en avant et toujours très affirmé. Donc, les efforts existent et il y a beaucoup d'initiatives qui le prouvent. Et de fait, on a pu voir fleurir dans de nombreux établissements culturels de plus en plus d'initiatives en direction des écoles, des familles, etc. Ça, c'est objectif. Et donc, c'est vraiment une dynamique qui existe. Ça n'efface pas le fait que, par exemple, quand on le prend d'un point de vue économique et qu'on regarde les budgets culturels, la majorité des budgets restent mobilisés sur des questions plutôt disons, de financement des structures et de maintien des structures, de maintien du patrimoine, etc., par rapport à ce qui est investi dans ces enjeux d'éducation artistique et culturelle. C'est probablement une des problématiques des politiques culturelles que d'être très largement engagé, alors en termes budgétaires, mais ces termes budgétaires traduisent aussi les moyens concrets qui sont mis au service de la culture. Donc, ces politiques culturelles sont très largement engagées sur des questions de maintien des institutions, là où les politiques de développement de la demande existent, sont soutenues, sont de plus en plus mises en avant, mais restent quand même très, très en deçà par rapport à ce qui est investi, je dirais, sur le plan patrimonial. Quels effets ça a eu sur la population? Alors, ça, c'est aussi une vieille question. Malheureusement, je vais avoir peu de réponses, et parce que malheureusement, elle existe assez peu. Et c'est là aussi une demande ancienne que nous portons notamment. Il faudrait des instruments d'évaluation de ce que produisent ces investissements, notamment dans l'éducation artistique et culturelle.
et une évaluation sérieuse consisterait à, comme vous le savez, à comparer des cohortes qui bénéficieraient de politiques publiques de ce type-là par rapport à des cohortes qui n'en bénéficieraient pas, et pour essayer de mesurer le différentiel. Parce que le problème, c'est que si on n'a pas construit ce comparatif, on n'est plus capable de mesurer les effets spécifiques de la politique publique. On en voit juste le résultat. Et donc là, on en est là, nous, aujourd'hui, on voit le résultat de ces politiques. Elles se traduisent par le fait que, malgré tout, et c'est probablement soutenu par ces politiques, sans que je puisse le dire très clairement, mais les taux de fréquentation des plus jeunes, des sites patrimoniaux, des cinémas, des théâtres restent à des niveaux élevés. On voit une tendance qu'il faut regarder de près et certainement dont il faudrait s'occuper, de baisse pour les plus jeunes d'entre eux aujourd'hui. Mais sur la période longue, sur les 10 dernières années, ces politiques ont réussi, malgré tout, à maintenir une présence de ces publics-là dans les institutions, sans qu'on puisse dire exactement à quel point c'est le fait de ces politiques, à quel point c'est le rôle des familles qui a joué, à quel point c'est un goût individuel de ces générations-là. Vous voyez, enfin, la preuve reste à faire. David Jays. Oui, je retiens quelques grands enseignements de cette étude passionnante, effectivement. Si j'essaie de les résumer à ma manière, je dirais, d'une part, une inflation nominale des contenus. Alors, c'est vrai que dans l'inflation, comme en économie, il y a la valeur nominale et puis la valeur réelle. Et le problème afférent qu'on n'a pas suffisamment souligné, c'est qu'il y a une captation d'une part de plus en plus importante de la valeur par une petite minorité d'acteurs, et notamment par ces grandes plateformes américaines et demain peut-être chinoises ou autres, au détriment des créateurs et au détriment, par exemple, dans la presse, des journalistes. Donc il y a quand même un véritable problème, me semble-t-il, malgré l'inflation des contenus, dans le partage de la valeur et en particulier dans la rémunération de ceux dont c'est le métier. Deuxième grand enseignement, une diversification et une individualisation plus forte des pratiques culturelles, qui tranche avec effectivement les pratiques plus, on va dire, homogènes, classistes, collectives des baby boomers. Et puis, et c'est peut-être le revers ou l'avers de la médaille, une plus grande segmentation des pratiques. Et c'est vrai que ce constat-là m'a beaucoup fait penser au travail de radiographie ou de radioscopie de la société française qu'avait fait Jérôme Fourquet dans l'Archipel français, où il parlait justement de l'archipélisation. Certains de ces critiques ont voulu voir dans le travail de Jérôme Fourquet une critique de la société française qui serait, de plus en plus affaiblie, divisée. Je crois que ce n'est pas du tout ce qu'il montre. Ce qu'il montre, c'est que justement, il y a une grande vitalité du corps social français, mais que cette grande vitalité du corps social français, elle a comme contrepartie, en quelque sorte, une forme d'archipélisation, c'est-à-dire une plus grande segmentation entre groupes sociaux, territoires, individus, etc. Et donc, la première question que je voulais poser à Lou Wolff, c'est au fond, vous allez me trouver obsessionnel, mais comment faire encore société avec une telle diversité des pratiques? Quel socle ou quel bagage collectif, quel dénominateur commun reconstruire tout en respectant la diversité des pratiques par ailleurs? Quelle politique publique imaginer, fort par ailleurs du constat d'échec que vous pointez dans votre rapport, qui est que l'élargissement de l'offre ne s'est pas doublé d'un élargissement de la demande, notamment pour ce qui est de la culture patrimoniale. Le surcroît d'offres de culture patrimoniale a été absorbé toujours par les mêmes consommateurs, à savoir les élites. Donc, effectivement, il y a peut-être, comme le suggérait Lionel tout à l'heure, quelque chose à aller voir du côté de la demande. Et je fais le lien avec ma deuxième question, je serai très bref. Je suis très lié à ma ville natale d'Agen, dans le sud-ouest, et il se trouve que l'année dernière, la municipalité et le conservateur du musée ont construit une exposition autour du peintre Goya, parce qu'il se trouve que, accident de l'histoire, il y a 5 toiles du maître espagnol dans le musée d'Agen. Une exposition très exigeante sur le plan scientifique, puisqu'il s'agissait de réfléchir sur les attributions et les désattributions de toiles, etc. Il n'empêche que malgré cette exigence,
L'exposition a été un véritable succès populaire et a attiré presque 20 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent de la fréquentation annuelle du musée d'Agen, puisqu'on peut retrouver les statistiques sur le site de la Direction générale des patrimoines. Donc ma question est très simple. On voit qu'il y a de l'appétence à partir du moment où on construit de telles politiques publiques dans les territoires. Donc comment mieux outiller les collectivités territoriales qui se disent parfois démunies pour construire ce genre de projet? Et au fond, si je suis un peu provocateur, est-ce que la politique culturelle de demain, ça n'est pas une affaire d'aménagement du territoire et d'éducation nationale, bien davantage que de ministère de la Culture? Lou Wolff. Alors, c'est beaucoup de questions. Problème de partage de la valeur. Ne perdez pas de vue que nous sommes dans les 25 dernières minutes de l'émission. Tout à fait. Problème de partage de la valeur, je serai assez rapide parce que je pense que c'est un problème qui est clair pour qui veut bien le voir honnêtement. C'est un des grands enjeux qui se posent à nous aujourd'hui parce qu'il y a effectivement une captation de la valeur par un certain nombre d'acteurs et un très fort risque qui est posé sur les créateurs, les artistes qui du coup, voilà, qui sont les victimes un petit peu de l'apparition de ces intermédiaires. Donc, il y a quelque chose à inventer. On voit que les politiques mettent du temps à se mettre en place. Les outils sont compliqués à trouver, probablement, mais je pense que la question est bien identifiée. Ensuite, concernant la segmentation des pratiques et la référence aux travaux de Jérôme Fourquet, oui, effectivement, ce que montre l'enquête, c'est effectivement un risque d'archipélisation des pratiques, des communautés, des univers culturels, et un risque qui est un petit peu paradoxal parce que, d'une certaine manière, bizarrement, on est à un moment de l'histoire où les pratiques sont les plus convergentes. On a tous assez largement adopté le numérique. Il y a bien sûr encore des écarts, il y a bien sûr encore une partie de la population qui n'est pas à l'aise avec ces technologies, mais l'enquête montre quand même que cette fraction-là se réduit et va probablement être de plus en plus petite. Et donc, il y a objectivement un certain nombre d'outils que nous partageons tous, que nous utilisons tous, et pourtant, beaucoup plus que dans la génération, beaucoup plus que dans les années 70-80, où de fait, il y avait une vraie disjonction des pratiques entre des univers ruraux, entre les espaces ruraux où la télévision était omniprésente et où la grande culture se vivait dans les villes. On voit bien que ça, c'est une réalité qui s'est beaucoup transformée. Et pourtant, malgré ce phénomène de convergence objective, ces nouveaux outils, ces nouvelles formes refabriquent de la segmentation, de l'archipélisation qui, effectivement, peut inquiéter la puissance publique. Comment faire société dans ces conditions? Je n'aurais pas… comment dire je n'ai pas les moyens d'y répondre. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense malgré tout qu'une partie de la réponse est dans les enjeux qui sont de plus en plus posés en termes de revendications, de rediscussion, notamment de ce qui fait patrimoine, etc. Il y a une demande sociale forte de revoir ce que sont les grands repères de notre civilisation, de les reconsidérer à la lumière des enjeux qui nous sont posés aujourd'hui en termes dans des termes qui sont multiples, ceux du genre, ceux de l'origine sociale, ethnique, ceux des dangers qui pèsent sur l'environnement, etc. Et tous ces enjeux qu'on a aujourd'hui devant nous et que les générations les plus jeunes s'approprient complètement aujourd'hui, nous oblige à reconsidérer les repères que nous avions posés dans le passé. Voilà. Et je pense, et on le voit très concrètement
dans les politiques territoriales qui sont de plus en plus tentées par des outils de participation citoyenne, de concertation, etc. Il y a une recherche en ce moment d'outils, d'instruments qui permettraient de structurer ce débat, de le rendre efficace, de le rendre et qui permettent de construire un récit commun, intelligible, partagé. Et je pense qu'on est encore à un niveau de maturité assez faible. Ces enjeux, avec une vraie difficulté à tenir ces débats réellement et à les faire aboutir. Avec la tentation, enfin un peu caricaturale parfois, des consultations numériques qui aboutissent pas réellement aux objectifs visés. Voilà. Donc, donnons la parole à Lionel Zinsou, puisque ouais. Nous sommes dans notre dernière Bien ligne sûr. droite. Lionel. Oui, sur la stimulation de la demande et la façon de faire de plus en plus société, un témoignage bref. Mon épouse était professeure de lettres dans un collège de Trappes, qui n'est pas l'environnement le plus simple. Elle emmène ses élèves à la Comédie Française. Problème, ils n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, ils n'ont pas l'habitude de ne pas parler pendant la représentation, ils n'ont pas l'habitude de ne pas crier. Quand ils trouvent que c'est mauvais, ils accusent les acteurs d'être bouffons, donc ça pose un problème sérieux. La fois suivante, elle leur fait jouer Phèdre dans la classe de 3e. Elle les emmène ensuite voir Phèdre à la Comédie Française. Ils sont sages comme des images, passionnés, parce qu'en fait, ils vont voir des collègues qui n'ont pas tout à fait la même mise en scène, pas tout à fait la même expérience, etc. En fait, ils se sont appropriés cet élément de culture très patrimoniale, très marqué socialement, parce qu'ils sont devenus, de façon très interactive, des acteurs eux-mêmes. Et ça change complètement leur rapport. Donc peut-être la seule chose qui m'inquiète un tout petit peu dans l'étude que vous avez faite, c'est qu'il n'y a toujours que 1% de gens qui font du théâtre en amateur, mais je ne crois pas que les élèves du collège de Trappes vont répondre à la question je fais du théâtre en amateur. Non, mais simplement, dans leur pratique du collège, ils ont été pendant quelques semaines, et il y a là-dessus des documentaires et des films très éloquents d'ailleurs, et ils sont devenus complètement différents en termes de leur pratique culturelle. Effectivement, un indicateur qui serait très important, ce serait d'arriver à faire passer de 1 à 2% les gens qui se perçoivent comme ayant fait du théâtre amateur. En plus, on a un rôle modèle avec un président de la République qui manifestement a été un acteur et en matière d'art dramatique a donné une leçon très jeune et avec une interaction très forte avec son professeur de littérature. Donc l'exemple de mon épouse n'est pas isolé. Donc voilà, c'est un bref témoignage, mais je crois que c'est très très important de ramener des gens qui peuvent être dans des quartiers difficiles, dans des situations sociales, des parents compliqués, et en fait de les amener à quelque chose qui les épanouit énormément et dans lequel ils trouvent des grandes satisfactions. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur la demande, l'interactivité, et sur la société. Moi je suis aussi frappé par le fait que vous dites la culture patrimoniale régresse. Simplement, il y a 14 millions de gens qui vont tous les mois de septembre, peut-être pas le prochain, qui vont visiter les monuments pendant les journées européennes du patrimoine qui ont été créées en France et élargies à d'autres pays. Et donc, on sent quand même une demande populaire latente très forte. Même chose pour le loto sur le patrimoine et toute l'action de Stéphane Bern. Je pense que ça va être une priorité de Roselyne Bachelot parce qu'on sent là vraiment un attachement, une passion, mais c'est toujours un peu la même logique. Et enfin, la question que je voudrais vous poser, ma dernière question, ce serait, est-ce qu'il ne faut pas faire rentrer dans le champ de ce que vous analysez maintenant, les choses comme les jeux vidéo qui rassemblent des centaines de millions d'adolescents et de jeunes adultes, et est-ce que ce n'est pas aussi une forme de pratique culturelle nouvelle? Et est-ce qu'il ne faudrait pas regarder dans le spectacle vivant des choses comme les parcs à thème? Je suis frappé par le fait que 25% des effectifs de Euro Disney, ce sont des intermittents du spectacle. Ils appellent leurs salariés des
casting members, enfin au fond, même chose sur le parc Astérix et autres parcs à thème, dans lesquels vous voyez bien qu'il y a à la fois des éléments de culture historique, de choses qu'on a déjà vues par l'écrit ou par le cinéma, et qui ensuite se retrouvent en spectacle vivant. Regardez aussi Le Puy du Fou, c'est quand même un phénomène extraordinaire. Est-ce que ce genre de sujet, extension du spectacle vivant, participation beaucoup plus forte, est-ce que c'est pas, y compris en étendant au jeu, une nouvelle forme très importante de la créativité et de l'interactivité en matière de pratique culturelle? Je comprends que Lionel voudrait faire un parc à thème autour de Phèdre, ou voire même autour de l'ensemble de l'œuvre Mais narrative. absolument. Et pourquoi pas Lou Wolf? Alors, je partage votre inquiétude sur ce que révèle l'étude en matière de pratique en amateur. Je trouve que, pour le coup, ça fait partie des résultats qui sont, à mon avis, qui interrogent le plus les politiques culturelles aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est frappant de voir à quel point le numérique, s'il a poussé un certain nombre de pratiques de lui-même, n'a pas finalement bénéficié aux pratiques en amateur. Et donc, ces pratiques en amateur sont probablement très importantes, très structurantes pour faire le pont pour une partie de la population entre des lieux qui peuvent être jugés intimidants, etc., et ce que sont leurs propres univers. Donc, et le fait que ces activités en amateur régressent est sans doute le signe d'un véritable problème. Et c'est peut-être aussi là un élément de réponse à la question de David, et c'est pour ça que je pense que les politiques culturelles ont une spécificité, et le ministère de la Culture aussi, c'est que la culture n'est pas qu'une question d'éducation, c'est avant tout une question d'expérience qui peut se faire dans un cadre éducatif, mais pas seulement. Il ne faut pas que ce soit que ce cadre-là qui définisse et qui offre une possibilité d'ouverture de la population à ces propositions culturelles. Et donc là, je pense que vraiment sur les pratiques en amateur, il y a une question qu'il faudrait peut-être liée à celle de l'affaiblissement du réseau associatif culturel en France, avec l'affaiblissement mince, pardon, le terme m'échappe. Vous voulez dire des réseaux d'éducation populaire? Voilà, des réseaux d'éducation populaire, exactement. Le rôle des réseaux d'éducation populaire qui a été à un moment donné très structurant, qui a disparu et dont on voit bien qu'il n'y a pas de remplaçant. Et pour le coup, qui pourrait donner lieu à des politiques publiques volontaristes pour essayer de reconstruire cette vitalité. Sur le patrimoine qui régresse, alors là aussi, je suis absolument d'accord avec votre constat. Hein. Il faut sans doute que je fasse attention à la façon dont je formule ce constat, hein, parce que je ne pense pas que le patrimoine régresse. Je pense que c'est un certain rapport au patrimoine qui se transforme. Que le patrimoine décidé par les puissances institutionnelles comme étant du patrimoine perd de son pouvoir d'imposition, et que c'est d'autres logiques qui construisent d'autres formes de patrimoine aujourd'hui. Et je pense au contraire qu'on est à un moment où le patrimoine a beaucoup d'importance, y compris pour les jeunes générations. Et effectivement, on en a des signes autour des journées du patrimoine. Un autre signe que vous connaissez peut-être, mais un jeu vidéo à très grand succès, Assassin's Creed, a fait son succès sur une dimension patrimoniale très forte. En fait, il s'agit de se promener dans des villes médiévales, dans des villes de la Renaissance, en Syrie, avec une reconstitution hyper réaliste de ce qu'étaient ces villes. Et visiblement, une grande partie du plaisir des joueurs, et qui sont très nombreux, c'est cette possibilité de faire du tourisme patrimonial historique. Et donc, j'en viens à votre dernière question. Les jeux vidéo, alors, dans notre étude, comme vous l'avez vu, ils sont en fait absolument inclus. Et ça fait bien sûr question. Hein. Alors, du point de vue des politiques publiques, le jeu vidéo entre dans le champ des politiques suivies par le ministère de la Culture.
Mais par contre, nous avons mené une autre enquête il y a maintenant 2 ans sur les représentations de la population française en termes de culture, où on pouvait voir que, encore aujourd'hui, pour une majorité de la population française, le jeu vidéo ne fait pas partie de l'univers, y compris chez un certain nombre d'amateurs de jeux vidéo. Les jeux vidéo ne font pas partie de la culture. Donc, c'est une discussion un petit peu compliquée. On voit que l'intégration des jeux vidéo n'est pas complètement claire au sein de la culture française. Même question pour les parcs à terme, qui, pour le coup, n'ont pas été couverts par notre enquête. Enfin, n'ont pas été couverts par l'exploitation que nous en avons publié, mais par contre, l'enquête a un certain nombre de questions qui permettraient d'approfondir cette question. Et ça fait partie des perspectives que nous soutenons en ce moment pour les exploitations complémentaires de l'enquête. Et effectivement, les parcs à thème sont des employeurs très importants d'intermittents, construisent des spectacles, et donc il faudrait pouvoir considérer pleinement leur rôle dans ce qu'elle offre, dans ce que sont les propositions culturelles aujourd'hui. Je voudrais vous poser une question. J'ai annoncé à une amie que nous allions faire cette émission sur les pratiques culturelles et que nous nous baserions sur le rapport que vous avez fait. Et elle m'a demandé si j'avais lu le rapport. Je lui ai dit que oui. Elle m'a demandé ce que j'en avais tiré. Et je lui ai répondu que j'en ai tiré que nous sommes passés du catholicisme au protestantisme. Je veux dire, nous sommes passés d'une situation, pas seulement d'ailleurs celle de mes 15 ans, elle a duré bien longtemps après, une situation dans laquelle, entre la culture et nous, comme autrefois entre Dieu et nous, il y avait, enfin plutôt comme dans la religion catholique entre Dieu et nous, il y avait des intermédiaires. Ces intermédiaires se livraient à des cérémonies diverses, la messe basse, la messe publique, la grand-messe, ce qu'on appelait quand j'étais au collège la messe à 3 chevaux, avec prêtre, diacre et sous-diacre, et que tout le monde était rassemblé autour de ces manifestations conduites par un intermédiaire. Et que j'ai l'impression que maintenant, on est passé au protestantisme, c'est-à-dire que chacun dit, moi, j'ai mon rapport direct dans le protestantisme avec la divinité, et dans la protestantification de la culture, j'ai un rapport direct avec la culture, et c'est même moi qui nomme ce qui est culture. Est-ce que cette comparaison à gros traits vous paraît avoir un sens? J'aime beaucoup cette idée. J'y ai jamais vraiment pensé en ces termes, mais je pense que c'est une façon efficace de poser les enjeux que nous avons aujourd'hui, à ceci près que ce rapport direct qui est revendiqué aujourd'hui, et c'est en ces termes que souvent les jeunes générations pensent leur rapport à la culture, a quelque chose de faux, parce que les intermédiaires n'ont pas disparu, ils ont changé. Et je pense qu'un des enjeux aujourd'hui pour nous est que ces intermédiaires sont en train de devenir de plus en plus souvent les industries numériques qui jouent un rôle d'intermédiaire caché. D'ailleurs, il ne faut pas faire de manichéisme. Je ne sais pas à quel point elles maîtrisent elles-mêmes totalement le rôle qu'elles jouent dans cette intermédiation. Mais en tout cas, elles ont un rôle. Et donc, je pense que ça pose de plus en plus la question de l'importance des politiques publiques et des institutions qui doivent relégitimer leur rôle d'intermédiaire et prouver à la population l'ouverture qu'elles permettent, la protection de la diversité des expressions. Il va falloir refonder ce discours et le réaffirmer vis-à-vis d'une population qui doute aujourd'hui du bienfait de ces intermédiaires. Merci beaucoup. Merci Lou Wolff d'avoir participé à cette dernière émission thématique de notre série d'été, série dont je rappelle qu'elle a été et qu'elle est soutenue par la compagnie MMA qui nous soutient financièrement et qui nous fait connaître de ses collaborateurs et aussi de ses clients. Merci à Oscar Goeb et à Cyprien Legrand avec qui cette émission a été préparée et à Benoît Carré qui va en assurer maintenant le compte-rendu analytique, autrement dit le compendium, car je vous le rappelle, le Nouvel Esprit Public est le seul podcast qui peut être écouté, mais aussi qui peut être lu grâce précisément à ce compte-rendu analytique que vous trouvez sur notre site. J'ai le plaisir de vous annoncer que la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour commenter l'actualité, reprendre le cours de nos émissions ordinaires. Nous nous retrouverons en public à l'école alsacienne. Le nombre de publics sera limité, mais si vous voulez bien vous inscrire maintenant sur WizEvent, vous avez encore des chances. Il y a
déjà évidemment des gens qui se sont inscrits, mais vous avez des chances de pouvoir trouver une place. J'espère donc vous retrouver la semaine prochaine à l'école alsacienne ou à travers vos ordinateurs, vos téléphones et vos iPads. Et je vous remercie d'avoir été aussi attentif à l'ensemble de nos émissions thématiques et aussi des BADA, des suppléments que nous avons pu diffuser sur la pandémie à travers le monde, et ça grâce à une espèce de chaîne de complicité et de camaraderie avec nos auditeurs, comme j'ai eu l'occasion plusieurs fois de vous en informer. 20% de nos auditeurs sont en dehors de France et un certain nombre d'entre eux se sont proposés de nous faire voir midi à leur porte. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.